Bonjour à tous, c'est le grand moment d'information sur Téléhémicycle. Merci de prendre le rendez-vous. Cela fait exactement quelques années déjà que l'éducation civique et patriotique a été instaurée par le président Louis Gbérounou-Vlavonou. Au cours de la traditionnelle cérémonie des couleurs de ce lundi, les agents parlementaires ont été entretenus sur les règles musicales qui entourent l'exécution de l'hymne national. Jolidon Lafia, chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, était le communicateur du jour. Ici, avec solennité au mât comme tous les lundis matins à l'Assemblée nationale, ce tissu tricolore incarne l'essence de l'unité et la fierté nationale. Une fierté qui devrait transparaître dans l'exécution de l'hymne national. Ici au Parlement, les autorités initiées à la chanson semblent rester sur leur faim chaque lundi au cours de la cérémonie des couleurs. L'exécution de notre hymne national Aube Nouvelle a toujours souffert d'un traumatisme rythmique. Ce tohu-bohu a toujours plongé le président de l'Assemblée nationale dans un malaise déboussolant dont vous êtes loin d'en imaginer les effets de perturbation. Pour aider les agents parlementaires à s'approprier les clés pour mieux aborder à chaque occasion l'Aube Nouvelle, Jolidon Lafia est missionné. Ce matin, le chargé de mission du président de l'Assemblée nationale dans sa peau de compositeur et chanteur indique les éléments nécessaires pour mieux exécuter l'hymne national. Où trébuchons-nous et pourquoi nous trébuchons? En musique, il y a 3 éléments essentiels qu'il faut retenir. Il y a le rythme, il y a la mélodie et il y a l'harmonie. Ces 3 éléments sont comme pour un être humain, la tête, le tronc et les membres. Il y a la mélodie que l'on reconnaît, il y a l'harmonie qui est comme une vague, qui n'est pas régulière, et il y a le rythme qui n'est pas bon. Des éléments théoriques enseignés, accompagnés des exercices pratiques. Le communicateur semble satisfait de ces apprenants de circonstances. Le président du Parlement aussi. Merci pour ce qu'il nous a donné pour mieux assimiler. Peut-être au cours de l'année, ça fera 3 fois comme ça. Et on pourra quitter à la fin de l'année abordant 2025 avec vraiment une meilleure façon de chanter. Avec l'exercice pratique de ce matin, l'hymne national devrait être mieux exécuté par les agents parlementaires les lundis à venir. Et puisque la répétition est pédagogique, les autorités parlementaires promettent de revenir à la charge pour permettre de mieux s'approprier la mélodie qui accompagne le test de cet héritage culturel de notre beau pays. Le collectif des fonctionnaires parlementaires promus dans divers grades de l'ordre national du Bénin était au cabinet du président de l'Assemblée nationale ce lundi. Une visite de courtoisie qui consiste à témoigner leur reconnaissance à la première autorité de l'institution. Écoutons un extrait du porte-parole de la délégation au micro de Estelle Dokounou. Après les différents décrets que le chef de l'État, grand maître de l'ordre national, a bien voulu prendre pour consacrer ces distinctions, nous avons estimé aller rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour lui témoigner notre gratitude. Et vous savez bien que ce parcours, ce processus a été une première dans l'histoire du Parlement au regard de la transparence qui a prévalu au sein du comité que le président avait mis en place pour lui proposer des candidatures, des agents méritants bien entendu, pouvant être proposés à la décoration. Donc notre démarche de ce matin a consisté à aller vraiment remercier le président et à le rassurer par rapport à notre engagement quant à ce qu'il attend de nous en tant que fonctionnaires parlementaires. C'est bien entendu une invite à l'amélioration, à la performance, et nous l'avons rassuré par rapport à cela. Nous lui avons également suggéré qu'il veuille bien accepter de présider la cérémonie devant consacrer notre réception dans les différents grades dont je viens de parler tout à l'heure.
Et donc, il a accepté, il nous a encouragés. Et le reste, il nous a demandé un certain nombre de choses que nous allons réaliser incessamment, histoire de pouvoir répondre favorablement à ce qu'il attend de nous. Et qu'au niveau de la grande chancellerie également, nous puissions être programmés, puisque la grande chancellerie a sa manière de fonctionner également. Nous espérons que peut-être avant la fin de ce trimestre, nous serons vraiment reçus dans ces différents grades de l'Ordre national du Bénin. Alors pour cette première vague, puisque c'est étalé sur une période de 3 années, 2023 à 2025, alors pour l'Assemblée nationale, nous sommes 10. Il y a l'Ordre national, il y a l'Ordre du mérite, et puis enfin l'Ordre du mérite social. Donc ça fait 3 ordres dans lesquels nous avons été promus. Certainement que les autres aussi suivront au titre de l'année 2024 et 2025. Représentant le président de l'Assemblée nationale, Mathieu Aransou, le directeur de cabinet de l'autorité parlementaire, a reçu en audience l'association de développement de Bani-Bégar et Loubi. Les membres de l'association et le directeur de cabinet ont abordé plusieurs sujets en lien avec le développement de la localité. Ils se sont confiés à Latif Oubouni. Le but principal de notre rencontre est d'abord de remercier le PAN pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos différentes localités. Aussi de lui présenter de lui donner quelques doléances comme l'électrification de nos villages, de nos 2 villages, Bani-Bégar et Loubi, et aussi de lui parler de notre fête de retrouvailles qui nous sert et dont les dividendes nous servent à réaliser des trucs dans les 2 villages. Très ému parce que le DC nous a tellement accueillis, nous a donné beaucoup de leçons et beaucoup d'autres astuces pour que le développement puisse être chose faite dans nos 2 villages. La fête va commencer le vendredi prochain, le 15, 16 et 17 mars 2024. Alors déjà le vendredi, on commence avec les dignitaires, avec les cultures traditionnelles. Les autres, ils vont faire leur manifestation le vendredi à 15h. Le samedi, il y aura différents jeux de quilles, jeux de yawale, et il y aura un jeu de football féminin, football masculin également. Et le dimanche, une messe d'action de grâce suivie de kermesse à 10h. Pour marquer le 8 mars, l'organisation non gouvernementale Endo Espoir et le Creuset GNSD ont initié plusieurs activités. Samedi dernier, les 2 organisations étaient avec les femmes de la ville de Porto Novo. Objectif, sensibiliser sur l'endométriose. Vanoli Olibi. Manifestation festive, rafraîchissement, mais surtout sensibilisation. Ici à Agbokou, c'est la fusion de l'ONG Endo Espoir et du Creuset des femmes GNSD qui commémore la Journée internationale des droits de la femme. Pour cette édition dont le thème est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, l'accent est mis sur le mieux-être des femmes. Nous nous sommes posé la question de savoir sur quelle femme nous voulons investir. Est-ce que c'est la femme qui physiquement ne se sent pas bien? Est-ce que c'est la femme qui mentalement n'est pas bien? Est-ce que c'est la femme soumise aux violences au quotidien? C'est sur cette femme qu'il faut investir. Il faut investir sur quelle femme? Et si nous voulons investir sur la femme, quelles sont les priorités? Et nous avons trouvé comme priorité la santé de la femme. Sensibiliser à l'endométriose et renforcer les services de lutte contre la maladie. Une façon singulière pour les 2 organisations de rompre avec les traditionnelles célébrations de cette journée. Beaucoup de femmes souffrent en silence de l'endométriose. Elles ne savent même pas ce que c'est et on a voulu associer cette fête à cette initiative pour permettre aux femmes de connaître cette maladie et de lutter contre. La GNSD, c'est un creuset de femmes dirigé par Gertrude Nadia Dossa, qui en est la responsable. Et au sein de ce creuset, il y a énormément de femmes, énormément de mamans. Et grâce à elles, beaucoup de personnes pourront sortir de l'ombre. Et les filles, surtout celles qui ont des enfants à la maison, qui souffrent des règles douloureuses, pourront se diriger vers les spécialistes
ou même vers l'ONG Endo Espoir pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour leur permettre de ne plus être dans l'ignorance et de ne plus souffrir. C'est vrai, l'endométriose n'a pas encore de traitement, mais il y a quand même des manières de permettre à la patiente d'être soulagée un temps soit peu et d'avoir quand même une qualité de vie acceptable. Cette initiative des responsables de l'ONG Endo Espoir et du Creuset des femmes GNSD laisse définitivement des traces positives chez les participants. Ma présence m'a fait plaisir car j'ai découvert ce que c'est que l'endométrie, le danger que cela constitue pour notre peuple. Et j'ai également apprécié l'engouement avec lequel l'ONG et la CA se sont donnés pour que le peuple soit attentif à l'entrée de cette maladie. Je pense qu'elles ont compris. Elles ont compris qu'elles doivent s'occuper de leur santé. Elles ont compris qu'elles doivent communiquer. Elles ont compris qu'elles doivent s'informer. Quand elles sont informées, elles peuvent sauver d'autres vies. La Journée internationale des droits de la femme édition 2024 résonne à présent comme un appel à une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Avant cette rencontre du samedi, les deux Creusets avaient organisé une marche le vendredi 8 mars, occasion de plaider des droits à la santé pour la femme. Après la marche qui a sillonné plusieurs artères de la capitale du Bénin, la présidente de l'ONG Endo Espoir nous fait le point. Je dirais tout simplement que je suis très contente de cette marche qui a été effective ce jour. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce monde, surtout des femmes. Et c'est vrai, il y avait également des hommes, mais il y avait énormément de femmes et je passe par ce canal pour leur dire un sincère merci. Merci au Creuset des femmes de la GNSD, Nadia Dossa, qui a mobilisé toutes ces femmes-là et qui ont accepté militer à nos côtés pour cette cause. J'étais tellement émue que je perdais même mes mots au cours du lancement de cette marche. J'ai vu les femmes déterminées et à revendiquer leurs droits pour une meilleure santé. Et je pense que cette marche, c'est déjà un début pour notre cri de cœur. Ça va permettre à l'État de voir que nous sommes vraiment déterminés à mener le combat et nous avons besoin de leur soutien. Il faudrait que l'endométriose soit reconnue au Bénin parmi les problèmes de société parce que cette maladie touche 2 femmes sur 10, je dirais, et beaucoup de femmes souffrent en silence. Donc, je dirais tout simplement, c'est une satisfaction pour moi juste à la fin de cette marche. L'ONG Endo Espoir ne va pas arrêter de travailler. Nous avons commencé depuis quelques années déjà et nous continuons un peu comme la tortue et nous sommes convaincus de tout ce que nous allons réaliser. Nous allons y arriver et les prochains jours, les séances de sensibilisation vont continuer. Nous n'allons jamais arrêter de sensibiliser parce que vu que le mal est méconnu, il faut faire beaucoup plus de sensibilisation pour permettre à la population de connaître la maladie. Aujourd'hui, quand je parlais, j'ai vu beaucoup de femmes qui étaient intéressées, qui avaient un besoin, je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais il y avait cette curiosité-là. Elles avaient envie de comprendre de quoi il était question. Demain déjà, nous allons nous retrouver encore avec ces femmes-là où nous leur ferons des projections. Une grande séance de sensibilisation, elles vont poser leurs questions. Nous allons essayer de leur apporter des réponses. Et comme nous avons l'habitude de le dire, nous accompagnons ces femmes-là qui viennent vers nous. Nous les orientons parce que cette maladie, il faut prendre tout, que ce soit sur le plan financier, dans la société, sur le plan professionnel. Il faut vraiment être dur à cuire pour pouvoir tenir. Donc, dans les prochains jours, nous allons continuer les sensibilisations. Nous avons une plaidoirie à faire auprès de l'État. Le projet est en cours et je profite de ce canal pour demander à tous ceux qui ont envie de se joindre à nous de ne pas hésiter car c'est une cause commune. Le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin était aussi actif ce 8 mars. Les femmes fonctionnaires parlementaires ont participé à une séance de sensibilisation sur différents cancers tels que les cancers du col de l'utérus, du sein et des ovaires. Voici le reportage de Estelle Doponou. En ce 8 mars, les femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin célèbrent autrement la Journée internationale des droits des femmes. 2 membres fondatrices et anciennes présidentes de ce creuset, reposant depuis quelques semaines dans leur dernière demeure, sont également célébrées.
Le président de l'Assemblée nationale empêché, dont l'engagement pour l'épanouissement de toutes les femmes en général et celles parlementaires en particulier n'est plus approuvé, adresse un message à ses collaboratrices par la voix de son directeur adjoint du cabinet. Je voudrais avoir une pieuse pensée pour Mme Astou Sangaré et Mme Françoise Timé. Père éternel à leurs âmes. Le thème de la journée de la femme d'aujourd'hui, de ce 8 mars 2024, est tout trouvé parce que qui investit en la femme, investit dans une nation. Une journée dont le principal objectif est de rappeler à toutes les femmes que nonobstant les efforts quotidiennement accomplis, le chemin reste encore long. En témoigne le thème de cette année qui s'intitule « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Occasion pour la présidente du réseau et ses collègues de rendre hommage aux vaillantes défuntes femmes pionnières. Au regard de ce thème et des événements malheureux qui ont frappé le réseau en moins de 2 mois, où 2 de nos anciennes présidentes nous ont quittés tragiquement, Astou Sangaré et Françoise Timé. Reposer en paix. Nous avons choisi de nous entretenir sur les cancers génitaux de la femme, car du cancer du col de l'utérus, du sein et des ovaires, afin de mieux en apprécier les contours et nous prémunir contre ces maladies qui n'ont de cesse de faire des ravages au sein de la gente féminine. Par la même opportunité, le secrétaire général administratif adjoint de l'Assemblée nationale a adressé ses mots d'encouragement et de félicitations à toutes ces femmes fonctionnaires qui sont à l'honneur. Et je voudrais adresser avec grande déférence les mots de félicitations de la haute hiérarchie de notre administration à l'endroit de votre présidente, Madame Lidvine Ahouanivo, épouse Ahouavoyebla, à tous les membres du bureau exécutif et à chacune de vous. La journée du 8 mars aura été sobre mais bénéfique pour le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires avec des communications explicites sur les différents cancers génitaux. Loin du 8 mars, mais pas loin de la femme, parlons diplomatie parlementaire à présent. En séjour au Bénin la semaine dernière, Raymond Gaillet, présidente du Sénat canadien, à la tête d'une délégation de sénateurs, a effectué plusieurs travaux. L'une des étapes du séjour a été la visite vendredi dernier de la zone industrielle de Glodjigbe. Sationé Djossou. Glodjigbe Industrial Zone, GDIZ. Un nom qui rayonne désormais jusqu'au-delà de nos frontières. La présidente du Sénat du Canada en séjour au Bénin y a fait un tour dans l'après-midi de ce vendredi 8 mars 2024. Ici, le gouvernement a semé les graines d'un Bénin industrialisé qui transformera désormais sur place la plupart des matières premières qui sortaient brutes du pays et revenaient transformées et plus chères aux consommateurs sans grand-chose comme valeur ajoutée. A été chargé par le Bénin d'aménager, de développer et d'exploiter cette zone qui s'appelle la zone spéciale de Glodjigbe. Plus de 1000 hectares destinés au projet représenté par cette maquette. De la maquette au terrain, Raymond Gagné et sa suite ont visité l'unité de production textile. Ici, le coton béninois prend des formes et des couleurs sur place pour vêtir du Made in Bénin. Des milliers de Béninois qui travaillent ici, sur cette chaîne de production, façonnent, découpent, rassemblent, confectionnent, impriment l'une après l'autre chaque pièce de toutes sortes de vêtements. Un processus mécanisé dont l'étendue et les résultats laissent l'hôte du Bénin sans voix. À l'heure de prendre congé de cette structure, la présidente du Sénat canadien a préféré laisser ce vêtement porter ses impressions. De retour à Cotonou, Raymond Gagné et toute la délégation canadienne se sont immobilisés ici, au pied de la statue de l'Amazone. Une autre place qui rend attrayante la destination Bénin, dont elle gardera des souvenirs.
Dans la revue de presse, nous parlons encore de ce sujet qui revient, qui remue encre et salive depuis des jours, la révision du code électoral. Ensuite, cette audience du collectif des agents promus à l'Assemblée nationale chez Louis Berounou-Vlavonou. La revue de presse, c'est une présentation de Latif Ouboni. La revue de presse du jour, bonjour et bienvenue. La Nation parle ce matin du code électoral modifié et complété et nous dit que l'heure est au contrôle de constitutionnalité. Le quotidien public avertit que le délai de 15 jours dont Patrice Talon dispose pour la promulgation est désormais suspendu. Pour cause, la haute juridiction a été saisie hier lundi. On apprend avec le quotidien que le recours a été déposé par le député Abel Kamel Biosika Ouassagari. L'élu de Les Démocrates, parti de l'opposition, a demandé au juge constitutionnel de déclarer la loi numéro 2024-13 modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 portant code électoral en République du Bénin contraire à la Constitution. Dès lors, la saisine oblige le chef de l'État à attendre la décision de la haute juridiction avant de promulguer le texte s'il ne l'a pas encore fait. Le délai de 15 jours entre-temps suspendu va encore courir après le prononcé de la décision de la Cour constitutionnelle, notifie le quotidien du service public qui ajoute que sans ce recours du député de la 9e législature, aucun texte n'oblige le chef de l'État à déférer la loi devant la Cour constitutionnelle pour le contrôle de constitutionnalité. Ce nouveau feuilleton de saisine donc s'ouvre alors même que le matinal pense qu'avec ce code électoral, c'est la fin des partis liés aux régions ou à des individus. Les nouvelles dispositions introduites dans le code électoral vont sensiblement reconfigurer le paysage politique et corriger l'animation de la vie politique, écrit le matinal. Pour mes confrères, la loi prononce le requiem des partis régionaux et individuels et à contrario, c'est l'inclusion systématique de tous les partis qui est favorisée, pense le quotidien Fraternité. Le pays émergent, bien que s'intéressant à l'actualité du code électoral modifié, est allé dans les couloirs du cabinet du président Louis Berounou-Vlavonou. Le média a vu les agents reçus dans divers grades de l'ordre national du Bénin en audience hier, lundi. Louis Berounou-Vlavonou et le collectif des agents promus dans divers grades de l'ordre national ont échangé du processus qui a conduit au choix des récipiendaires, relate le journal Le Pays émergent. Récipiendaires qui ont par la voix du collectif renouvelé leur engagement à servir le Parlement et la République à l'occasion de la cérémonie qui va consacrer la réception des 10 récipiendaires dans les différents grades. Louis Berounou-Vlavonou est prié par le collectif d'être le parrain, révèle la rédaction de Le Pays émergent. Le Béninois libéré s'intéressant au mois du jeûne de Ramadan qui a démarré depuis hier lundi nous donne à lire l'adresse du président Louis Berounou-Vlavonou à l'endroit des musulmans du Bénin. Le journal précise que le président de l'Assemblée nationale exprime son soutien à ces derniers sur ses comptes digitaux. Message de soutien mais aussi des vœux d'un mois de jeûne rempli de bénédictions adressées par l'autorité à la communauté musulmane et la rédaction de Béninois libéré publie l'intégralité du message du président de l'Assemblée nationale dans sa parution du jour. La revue de presse, très bonne journée à chacun. Connaissez-vous l'automédication, cet acte qui consiste à prendre des médicaments sans l'avis d'un professionnel de la santé? Et selon l'OMS, il est pratiqué par plus de 60% de la population et il n'est pas sans conséquences. Le magazine du jour s'est consacré à l'automédication. C'est des médicaments et c'est des produits dangereux. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Selon les statistiques, plus de 66% des personnes qui vont à la pharmacie n'ont pas d'ordonnance médicale. L'automédication consiste pour les utilisateurs à soigner leur pathologie en utilisant des médicaments dûment autorisés sans avis médical préalable. Plusieurs facteurs non négligeables sont à la base de cette situation. Les patients ont parfois un manque de moyens financiers qui ne leur permet pas d'aller consulter rapidement. Le manque d'assurance de santé. Les tradithérapeutes auxquels nous sommes déjà habitués ont l'habitude de nous orienter vers des plantes, vers des mélanges de plantes. Et donc, c'est des
conseils de bouche à oreille qui permettent aux gens de se soigner depuis très longtemps. Et donc, transposé à la médecine moderne, les patients sont souvent amenés à se donner des conseils entre eux sans forcément consulter un médecin ou un professionnel de santé. Les médicaments vendus en automédication sont généralement destinés à soigner des symptômes courants pendant une courte période, comme par exemple les douleurs légères à modérées, la fièvre, le rhume, les maux de gorge. Pour en être sûr, les pharmaciens procèdent à de plusieurs vérifications. Alors, lorsqu'un patient ou un client vient à la pharmacie, lorsqu'il veut acheter un médicament, parfois il s'agit de médicaments qui ne nécessitent pas d'ordonnance. Donc dans ces cas, nous demandons juste est-ce que vous avez mal à la tête, c'est pour ça que vous voulez prendre le paracétamol. Si c'est oui, bon, on sert. Quel est l'âge de l'enfant? On s'assure de quelques questions pour s'assurer que effectivement le produit qu'il veut prendre est adressé à la bonne personne. On a aussi des clients qui viennent pour demander des médicaments, comme des antibiotiques par exemple, qui nécessitent une ordonnance. Donc dans ce cas, on leur pose d'abord la question, est-ce que vous avez une ordonnance? Lorsqu'ils disent non, on leur demande pourquoi est-ce que vous voulez prendre ce médicament. Parfois il s'agit d'une infection, ça peut être une infection urinaire ou autre, ou une infection de la peau. On leur recommande d'abord de faire l'analyse, parce que c'est l'analyse sanguine qui permet d'orienter le médecin. Quand nous voyons que la personne, même si on l'envoie chez le médecin, il n'ira pas, nous pouvons lui faire un conseil. Mais de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, l'État nous oblige à enregistrer dans un ordonnancier donc, ces médicaments-là qui sont normalement sur prescription, et a donc obligé le patient à aller chercher une prescription médicale. Selon les experts, l'automédication ne pourrait être complètement bannie car cela pourrait sauver. Principalement, je dirais qu'il n'y a qu'un seul avantage, c'est la prise en charge rapide d'un symptôme que le patient lui-même il connaît et qu'il a l'habitude d'avoir et qu'il peut prendre en charge rapidement pour soulager le mal. Mais à contrario, les inconvénients sont légion. Est-ce que c'est le bon médicament? Parce que si ce n'est pas le bon médicament, on va prendre le médicament qui a soigné une autre personne pour se soigner soi-même alors que le médicament n'est pas adapté. Le médicament est peut-être périmé parce que c'est un médicament que le voisin a sorti de son armoire, personne n'a eu le temps de contrôler. Est-ce que c'est la bonne personne? La bonne personne, c'est-à-dire que la personne peut avoir des contre-indications. Par exemple, une femme enceinte qui ne doit pas prendre tel autre médicament. Donc, ça aussi, c'est un risque. Donc, ça peut ne pas être la bonne personne. Est-ce que c'est la bonne voie d'administration? Si, par automédication, on vous dit de prendre un médicament alors que c'est un suppositoire et que vous le prenez par la bouche, alors là, il y a problème. La dose, est-ce que c'est la bonne dose? Est-ce que c'est le bon moment? Si la personne prend le médicament la nuit alors que ça devait être pris le matin, il va peut-être avoir des insomnies, il va dire que le médicament ne marche pas. Ceci étant, pour ne pas mettre sa santé en danger, il faut suivre quelques démarches telles que... Dites d'abord, je veux prendre tel médicament parce que je sens ci ou ci. En ce moment, la personne qui vous reçoit est à même de vous conseiller, de vous dire attention, vous devez rajouter tel médicament pour que ça marche. C'est pas simplement dans un objectif commercial, parce que nous on est là d'abord pour soigner la population, pour soigner les symptômes. Et donc quand on dit rajouter telle chose ou telle chose, c'est aussi pour vous soigner. L'automédication est pertinente si le patient suit les recommandations adéquates. Néanmoins, il est très important de ne pas se substituer en médecin et de toujours chercher à avoir l'avis d'un spécialiste lorsqu'on se sent mal. Cela y va du bien-être de chacun. Voilà qui met un terme à cette édition du journal que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve demain.